Sur la recherche. Ouais. Message d'enregistrement. OK. Il va falloir que je recommence ma diapo. Voilà. Alors, je vais vous parler un petit peu de recherche ponctuelle de terminaux en traduction technique. C'est une approche que j'ai élaborée moi-même selon les besoins en milieu de travail. Alors, c'est un petit peu moins théorique, plus pratique. C'est adapté à un contexte manque de temps, mais en même temps, faut que tu traduises des termes qui ne sont pas dans les sources officielles. Alors, commençons. Petit ordre du jour, on va commencer par quelques rappels de base sur notamment les sources officielles comme GDT et Ternium. Et ensuite, je vais faire une petite transition vers les nouvelles réalités, les termes obscurs. Fait que souvent, on va être amené à traduire des syntagmes, des termes qu'on n'aura jamais vus auparavant et qui ne se trouvent pas dans les sources officielles. Et pour ça, on a une méthode qui s'appelle Search avec les étapes, les 6 étapes ci-dessous. Ensuite, on va voir quelques autres stratégies et que constitue une source fiable. Alors, ça, c'est des rappels de base. C'est sûrement des choses que vous connaissez déjà, mais pour mettre en contexte, c'est une formation que j'ai donnée à des étudiants en traduction. J'ai adapté la présentation pour rehausser le niveau un petit peu, mais ça s'adresse quand même à des traducteurs, traductrices débutants. Rappel numéro 1, comprendre le terme d'abord. Souvent, il nous manque de temps au milieu de travail, mais il ne faut surtout pas jouer aux devinettes, ce qui va aboutir à des non-sens, à des ambiguïtés, et on en passe. Par exemple, dans le domaine minier, si on voit le terme câble d'extraction à traduire vers l'anglais, ce serait une erreur de traduire mot à mot par extraction cable sans faire de recherche. Alors, ce qu'on veut faire, c'est aller voir de quoi il s'agit, soit par une explication, soit par une recherche d'images pour ceux et celles qui sont visuels. Notre recherche nous amène à voir que c'est ce qu'on appelle un hoisting cable et non extraction cable qui serait fautif. Alors, une fois que vous connaissez la définition du terme à traduire, solution 1, allez voir dans votre bagage cognitif. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez, dont vous avez entendu parler dans vos lectures? Sinon, allez voir les sources officielles, GDT, Termium, le Ménard en finance, base de données Microsoft en informatique, etc. Si ça donne rien, on va utiliser la méthode que je vais présenter tout à l'heure. Autre exemple de l'importance de comprendre, c'est le terme assez obscur slump rock dans le domaine du béton et du ciment. Si on découpe le syntagme en deux pour traduire, puis qu'on va voir dans le GDT slump, ça nous amène à affaissement, slump rock, bâti d'affaissement, et non, c'est un non-sens. On fait une petite recherche. Recherche d'images, ça m'a permis de comprendre de quoi on parlait ici. Puis, on a aussi la définition, a way to safely and easily check your concrete slump. Alors, c'est pas tant l'affaissement que la consistance du béton. Et on voit dans l'image que c'est une plateforme d'inspection et non un bâti en tant que tel. Fait qu'on fait une petite recherche rapide sur les mots-clés en français, puis on découvre que l'affaissement, c'est fautif parce que c'est la méthode et non ce qu'on mesure proprement dit. Cette image qui illustre comment je me sens si je traduis quelque chose sans le rechercher. Rappel numéro 2. On évite les termes qui sont soit désuets, soit non officiels ou tout simplement douteux. Ce rappel-là concerne les sources gouvernementales, GDT et Termium. Alors, certainement que la langue évolue et c'est pour ça qu'il faut regarder la date de la fiche. Ici, on a une fiche du domaine informatique qui date de 1985, ce qui pourrait être passable pour d'autres domaines, mais en informatique, vraiment faites attention. Améliorable en clientèle pour Field Upgradable, il n'y a pas grand monde qui comprendrait. Si on veut traduire Field Upgradable en 2023, par exemple pour un système matériel de stockage, ça serait avec possibilité de mise à niveau sur place. Donc, le client peut lui-même, à distance, faire sa mise à niveau de son système et non appeler un technicien.
Par contre, il y a d'autres fiches plus anciennes qui peuvent être correctes. Valider les termes avant de les utiliser. Sinon, même aller voir dans les dictionnaires généraux, voir s'il y a une marque désuète sur ce que vous trouvez, très utile également. Pour ce qui est des termes non officiels, ça c'est propre à Termium, de ce que j'ai vu. Faites attention aux termes soit qui portent la marque proposition ou à éviter, ou même j'ai tendance à éviter ceux qui n'ont pas la marque correcte en gris. Alors, c'est pas écrit correct avant non féminin ou non masculin, c'est que ça n'a pas été sanctionné et c'est à prendre avec un grain de sel. Et bien sûr, il y a la petite marque écrite en caractère minuscule, éviter. Des fois, on est pressé puis on ne la voit pas. Faites attention. Ce que j'entends par un terme douteux, c'est n'importe quel terme proposé par un glossaire en ligne qui peut poser une ambiguïté, un non-sens ou qui est tout simplement ridicule. Un exemple qui m'a été fourni par un collègue traducteur financier, c'est buy-in against the client dans le domaine de la bourse. Puis Termium et le GDT, les deux proposent exécuter un client ou couvrir de force un client à découvert. Il y a du monde qui pourrait comprendre, les initiés du domaine qui comprendraient ce jargon-là, mais le commun des mortels, ça semble un peu violent. Alors, ce qu'on fait, on utilise la méthode search de recherche ponctuelle pour voir de quoi on parle, à quoi on réfère à ça en français, puis on se retrouve avec le terme beaucoup plus compréhensible, à racheter d'office les titres vendus par un client. Encore une fois, les images très utiles pour voir de quoi on parle et éviter d'utiliser un terme douteux comme dans ma capture. Encore plus douteux, à mon avis, c'est les créations néologiques, tous les mots valises et compagnie du Grand Dictionnaire terminologique ou de Termium. Alors, je ne sais pas pour vous, mais j'éviterais Bluequin au profit de LibreBlog. Puis, visionnage boulimique, ça, c'est le genre de truc, non seulement c'est absurde, mais ça pourrait nuire au professionnalisme du texte. Aussi, Termium est généralement une source assez fiable avec moins de création néologique comme on a vu à la dernière diapo. Mais il faut faire attention quand même. Par exemple, le wish cycling que j'ai eu à traduire en contexte réel, c'est quand tu mets à recycler un emballage que tu n'as aucune idée si c'est recyclable, tu n'as pas vérifié sur le site de la municipalité et tu espères qu'il va être recyclé. Termium propose l'autocyclage qui est nullement dans l'usage ou très rare, alors on évite si on peut. Autre exemple, sharenting, affichage des rejetons. Juste à le voir, j'éviterais, même si ça nous oblige à utiliser une périphrase, quelque chose d'un peu plus laborieux, c'est mieux d'être compris comme ça. Rappel numéro 3, attention à la multiplicité des termes, un problème très courant en traduction de l'anglais vers le français. Quand on a un même terme en anglais qui se décline en jusqu'à une dizaine de possibilités, comme le fameux assets. Ici, on pourrait être tenté à traduire the assets of the estate dans un contexte de succession par les actifs patrimoniaux, si on fait ça à la va-vite et qu'on ne vérifie pas. Mais non, en allant voir, ici, j'ai mis une capture d'écran d'un glossaire du ministre des Approvisionnements et Services Canada, glossaire assez fiable, spécialisé. Et il va t'expliquer que ici, ça serait la valeur de la masse des biens. Astuce très importante, si vous pouvez consulter un lexique spécialisé. Si vous traduisez dans le domaine financier, par exemple, le ménard, ça vaut l'investissement. Il y en a plusieurs autres, mais c'est un exemple. Ensuite, un autre exemple de multiplicité des termes. En anglais, on a le credit agency qui peut vouloir dire deux différentes notions complètement différentes. On a de un, les agences d'évaluation comme Equifax, TransUnion pour le crédit des particuliers. Puis ensuite, on a l'agence de notation qui n'a rien à voir avec les agences pour les particuliers. Mais
C'est les agences qui vont plutôt se pencher sur l'évaluation des valeurs mobiliers pour leur attribuer une cote, comme triple A, etc. Évitez de prendre le premier terme que vous voyez dans le GDT ou dans le Termium, surtout sans checker le domaine ou le sous-domaine, pour résumer. On va maintenant passer à un défi qui attend plusieurs traducteurs aujourd'hui, c'est qu'il y a des nouvelles réalités, des nouvelles innovations, des termes obscurs qui sortent tous les mois, toutes les semaines et qu'on ne les trouve pas dans les bases de données existantes. Très courant en informatique, surtout un de mes domaines de travail, mais aussi en automobile, en médecine, etc. Souvent, c'est l'anglais qui va, mais c'est en anglais qu'on va innover et sortir des nouvelles technologies. Alors, défis supplémentaires pour ceux qui traduisent vers le français. Mais des fois, les néologistes vont venir du français, par exemple dans le domaine culinaire. J'ai inclus quelques captures d'écran de termes français que, à première vue, je ne sais pas comment traduire vers l'anglais, puis ils ne sont pas dans les sources gouvernementales. Ensuite, quelques exemples de traduction de l'anglais vers le français. L'exemple en bas complètement, le evergreening, on va le voir plus loin avec la méthode de recherche que je propose, mais c'est un processus pour prolonger à perpétuité les brevets de sorte à éviter que les génériques se retrouvent sur le marché. Si vous voulez, vous pouvez écrire dans le chat si quelque chose vous vient en tête, une nouvelle réalité, un nouveau concept que vous avez vu passer quelque part et que vous n'avez aucune idée comment traduire. Alors, si on se retrouve avec des idées à la fin de ma présentation, on pourrait peut-être faire l'exercice. La fameuse méthode search, 6 étapes à suivre en ordre, une après l'autre, commençant par la vérification du site du client. Comme on sait, le client a toujours raison dans le domaine de la traduction. Alors, ce qu'on trouve sur son site, ça va avoir, dans la plupart des cas, ça va avoir préséance sur les termes trouvés ailleurs. Si le client a un site déjà traduit, soit trouver la fonction de recherche sur son site. Si ce n'est pas possible, vous pouvez aller sur Google, utiliser l'opérateur site, pas d'espace. Ensuite, le terme à rechercher en guillemets. Ça va dire à Google, je veux seulement aller chercher sur le site X pour le terme dont j'ai besoin. J'ai préparé un exemple fictif avec le gouvernement de l'Ontario. On veut savoir comment traduire family caregiver. On a été chanceux. Voilà, la première page en parle. Alors, ensuite, quand on trouve, on clique sur le lien, puis une astuce que j'utilise très souvent dans mon travail, c'est que je vais aller modifier le code EN à FR dans l'URL directement. Ça ne marche pas à tous les coups, mais ça marche souvent. Et ça va t'amener directement sur la page traduite avec le terme dont vous avez besoin. Par contre, il va arriver que le site du client soit exclusivement en anglais ou exclusivement en français si vous travaillez dans l'autre sens. Alors, dans ce cas-là, vous allez utiliser la fonction de recherche intégrée au site ou Google avec l'opérateur site 2 points pour aller trouver une explication du terme, savoir de quoi on parle au juste. Ce qui nous amène à la deuxième étape de la méthode search et la plus importante, l'explication du terme. Cette stratégie, il faut prendre le temps de la suivre pour tous les termes que vous ne comprenez pas. Même si vous êtes dans le jus, que vous avez 300 mots à traduire dans la prochaine heure, c'est pas quelque chose sur lequel on peut se permettre de couper les points. Quelques pistes pour expliquer, c'est de faire une recherche sur Google ou Wikipédia, mais attention pour une compréhension rudimentaire. Ensuite, on peut affiner notre recherche et aller voir les sites web soit du gouvernement, soit d'experts en dans ma carrière personnelle,
un de mes domaines, c'est l'informatique et j'ai tendance à aller voir sur le site d'IBM parce que historiquement, ça a été bien traduit. Il y a aussi les normes officielles, les normes ISO sont super bien traduites, sont toutes offertes en français et en anglais. Si vous devez traduire, par exemple, un brevet assez technique, allez sur le site officiel d'ISO, entrez quelques mots-clés, puis ça va vous amener vers, je l'espère, le terme dont vous avez besoin. Il y a aussi les corpus de thèse. J'ai mis quelques exemples, il y en a plusieurs autres. Ceux-là ici sont gratuits. Le corpus Université Laval, Thèse Canada, Érudit. C'est surtout quand on a affaire à des pages non traduites, des pages qui sont rédigées originalement dans votre langue cible. C'est la meilleure des sources, mais ça prend du temps à consulter. Si vous avez le temps, vous pouvez vous donner à cœur joie à lire des thèses pour essayer de trouver le terme recherché. Mais attention, ça peut prendre du temps. Une fois qu'on a trouvé un article ou un petit paragraphe, même quelques lignes qui parlent du terme recherché, vous allez lire l'explication puis essayer d'extraire les mots-clés. J'ai donné un exemple avec on exchange et off exchange. On parle des assurances médicales, plus précisément aux États-Unis. Pour on exchange, la définition contient, entre autres, les termes public, subsidy, assistance. Alors, on fait des liens, puis on se retrouve à c'est du régime public. Même chose avec les mots-clés open market, plan choice et outside public, qui sont des descripteurs qui renvoient à un régime d'assurance médicale au privé. Un autre exemple, quand on fait une recherche d'explication du terme qui peut nous amener directement au terme dont vous avez besoin. J'ai rencontré le terme informatique nonce, jamais vu ça de ma vie. Tout d'abord, une petite recherche Wikipédia révèle que c'est un code arbitraire qui est utilisé pour la cryptographie, le chiffrement d'informations confidentielles. Bon, Wikipédia, c'est pas suffisant, alors on va confirmer dans d'autres sources. J'ai décidé d'essayer dans le corpus de l'Université Laval de chercher une thèse qui parle de chiffrement informatique et non, ce que j'ai mis entre guillemets. Et ça se peut que vous allez être chanceux comme ça dans la pratique. J'ai trouvé un article avec une image et dans la thèse, on donne une explication de qu'est-ce qu'est le nonce. C'est un message aléatoire qui est échangé avec un autre agent. Et ça vous donne le terme français qui est défi. Mais souvent, l'explication ne va pas suffire à trouver l'équivalent en langue cible. Alors, on va passer... Oh, désolée, j'ai rajouté un exemple récemment. Autre exemple pour l'explication du terme qui montre l'importance des images. En géologie, on a ce qu'on appelle le collapse ring, qui est un terme très pointu, peu utilisé, très peu d'occurrences sur Google. Et c'est un terme propre à la topographie de la région de Charlevoix. Donc, il y a un cratère d'impact dans cette région-là qui est entouré d'un collapse ring. Une recherche Google Scholar du terme entre guillemets vous amène à une thèse qui explique de quoi il s'agit, qui présente une image. Puis, à partir de l'image de la structure d'effondrement en forme d'anneau, vous pouvez soit déduire par votre bagage cognitif, soit utiliser les mots-clés et faire une recherche en langue cible pour découvrir que c'est un pourtour effondré. Si l'explication du terme ne vous permet pas de trouver, on a la stratégie des antonymes, des synonymes et des mots analogues. Cette stratégie-là utilise les glossaires, les bases de données officielles. On se dit, ça se peut que le client a utilisé sa propre version d'un syntagme connu qui n'est pas consigné.
comme un rédacteur d'offre d'emploi en français qui a utilisé opérateur dans une offre d'emploi. Le rédacteur, il n'avait aucune idée que c'est un calque de l'anglais. Fait qu'il a écrit opérateur de niveleuse au lieu de conducteur. Euh, un traducteur vers l'anglais va voir ce terme-là, il ne trouvera rien avec opérateur, alors il va remplacer par conducteur de niveleuse, ce qui lui permet de trouver grader operator. Et voilà, la recherche est finie. Un autre exemple, un petit peu plus poussé pour les antonymes, les synonymes et les mots analogues. Des fois, quand on a affaire à un nouveau terme assez pointu et qu'on ne trouve pas le syntagme au complet ou presque, des fois, il va falloir le décomposer un peu pour aller trouver un terme à partir duquel faire une genre de paraphrase. On a token-based payment. Token-based payment, c'est une nouvelle technologie de paiement qui permet d'ajouter un jeton informatique qui est genre une petite ligne de code qui permet d'assurer la confidentialité, la sécurité de ton paiement par Internet. Ça donne rien dans les sources officielles et très peu d'informations si on cherche sur Google. Alors, on peut aller voir le terme analogue tokenization, qui est le fait de segmenter de l'information en jetons pour assurer la confidentialité. Et ça va nous amener sur une piste. Ici, on a le GDT qui nous donne segmentation en unités ou en jetons. Donc, on peut... oui, c'est un petit peu plus long, c'est pas aussi concis qu'on voudrait, mais paiement par segmentation en unités ou en jetons, le message passe, c'est clair, et on évite les pièges. Donc, les pièges, ça serait de traduire par paiement symbolique, qui est une suggestion apparentée dans le GDT, mais pas dans le même domaine du tout. Ou encore par l'erreur de sens, paiement par jeton, qui pourrait faire allusion au jeton physique. Alors ça conclut pour le A de search. Le R, c'est une technique un peu moins courante, un peu moins enseignée, mais qui me dépanne tout le temps dans un contexte de travail réel. C'est la recherche Google page en français. Bien entendu, ça, c'est quand vous traduisez de l'anglais vers le français. En traduction par l'anglais, je trouve qu'elle ne me sert pas tant à grand-chose. Et c'est une stratégie utile dans tous les domaines où est-ce que les emprunts de l'anglais sont fréquents. L'informatique étant un des exemples les plus flagrants. Plusieurs sites référencés par Google vont utiliser à la fois l'emprunt et l'équivalent français. Par exemple, c'est courant sur le site de Microsoft qui va avoir l'emprunt entre guillemets. J'ai fait l'exercice avec un terme bridge letter qui est une lettre qui est tout le temps envoyée à la fin de l'exercice financier. Et j'ai pu trouver, en mettant en guillemets bridge letter, puis un autre mot-clé, SOC2, c'est un type de rapport financier, ça m'a amené à lettre relais. Je ne sais pas si vous pouvez voir au bas de la capture d'écran, mais c'est une page de Microsoft qui explique, c'est écrit rapport de vérification type 2 SOC2 et bridge letter entre guillemets avec lettre relais à côté. Mise en garde pour la recherche Google page en français, ça va vous amener vers plusieurs pages en français de France. Et si on traduit vers le français canadien, attention, la terminaux, dépendamment du domaine, ça ne ressemble pas du tout en français de France par rapport au français canadien. Alors, on va aller exclure les pages de la France en allant dans le menu déroulant Pays, qui est en jaune dans la capture ci-dessous. Puis, on va sélectionner page Pays Canada. Un autre piège potentiel avec la stratégie page en français, c'est que ça pourrait vous amener vers des pages traduites par la machine. Ça m'est arrivé. Heureusement, c'est assez facile à voir avec quelques lignes que, oups, clairement, c'est pas un traducteur humain.
Astuce très importante pour la recherche page en français, surtout si vous avez le bon syntagme, l'expression sur le bout de la langue, vous pouvez utiliser les opérateurs de recherche, les guillemets bien entendu, que vous connaissez. Il y a aussi le signe moins pour exclure un terme. Par exemple, si vous cherchez un terme entre guillemets dans le domaine de la construction et Google vous donne plein de résultats dans le domaine informatique, vous pouvez utiliser le signe moins sans espace et exclure le mot-clé informatique de votre recherche. Il y a les opérateurs file type 2 points qui peut limiter un seul type de fichier. Ça, c'est un collègue traducteur qui m'a expliqué que souvent les PDF vont être plus fiables que la moyenne des pages Internet. On a aussi les opérateurs booléens, les and, or, pour soit avoir les deux mots-clés dans ta recherche ou le or si ça ne dérange pas si c'est l'un ou l'autre. Enfin, l'astérisque, c'est comme le terme français m'échappe, c'est un wildcard. Tu peux mettre un astérisque pour remplacer où la préposition devrait aller. Si vous ne savez pas quelle préposition utiliser dans votre syntagme, mettez un terme entre guillemets, l'astérisque à la place de la préposition, comme j'ai utilisé ici pour traduire hash name. Je savais qu'il y avait les mots nom et à charge, mais quelle préposition, qu'est-ce qu'il y a entre les deux, je voulais être sûre. Alors, on met un astérisque pour compléter et voir que ça s'appelle un nom de à charge. On est rendu au C dans Search, qui est consultation du client. Si votre recherche n'aboutit vraiment pas, ça fait 20 minutes que vous cherchez, vous n'en pouvez plus, puis on dirait que vous êtes devant un piège impossible. Dans un contexte de travail réel, le client, il va être content de vous répondre, mais il faut faire attention de ne pas lui envoyer des questions au compte-gouttes. Il faut dresser une liste de vos questions, proposer des traductions au client et envoyer ça dans un seul courriel. Si vous êtes travailleur autonome, bien entendu, la liste va aller directement à votre client. Si vous travaillez en cabinet, même approche, faites une liste de questions et envoyez-les seulement une fois que vous avez lu tout le texte à traduire et que toutes vos questions sont là, mais vous envoyez ça à votre chargé de projet. Si le client est uniquement anglophone, c'est là que ça peut rajouter un petit niveau de défi, mais il faut que vous expliquiez votre proposition en langue cible et que vous faites une back translation, donc une traduction littérale de ce que vous proposez pour vous assurer que le client comprend. Une fois que vous avez votre trouvaille, il faut aller voir si c'est attesté dans l'usage. Et ça va arriver que vous avez à trancher entre deux termes. Les deux vous semblent bien corrects, mais vous voulez savoir lequel est le plus courant. Si vous allez dans Google et mettez le terme entre guillemets, ça va vous donner le nombre de résultats. Puis, comme dans l'exemple ici, on a un petit exemple de base. Spam, qui peut être soit pluriel, soit pluriel. J'hésite entre les deux. Je vais voir le nombre de résultats. Puis, pluriel à 33 000 résultats, pluriel 2600 seulement. On sait lequel va gagner. Si vous avez un collègue qui connaît bien le domaine, validez votre choix avec cette personne-là. Et sinon, très important, allez voir si le terme que vous retenez existe dans des sources fiables non traduites. Des thèses, des mémoires, des livres dans Google Books. Sinon, j'ai le terme evergreening que, comme je vous ai dit, qu'on allait faire l'exercice avec. Mais j'ai fait l'exercice de mon côté avec la méthode Search et ça a permis de trouver les équivalents renouvellement à perpétuité, perpétuation et rajeunissement.
Alors, on a un choix bien évident devant nous. On a 84 000 résultats pour perpétuation, tandis qu'on est sous les 1000 résultats pour les deux autres. Alors, on retient perpétuation et on le rajoute à notre glossaire personnel. Pour compléter la méthode Search et si vous avez plus de temps à accorder à votre recherche, vous pouvez lire des textes en langue cible sur le sujet. Encore une fois, pas de traduction, des textes originaux. À la fois pour vous familiariser avec le sujet, savoir de quoi on parle, comprendre les concepts et faire un petit déploiement terminologique pour votre usage personnel plus loin dans le projet. Je vous donne comme exemple, j'ai dû traduire quelque chose sur la géomatique agricole. Puis, j'ai trouvé une page géomatiqueagricole.ca qui est, oh, une minute. Une page du Québec, d'une compagnie québécoise, donc qui est rédigée à l'origine en français. J'ai fait quelques lectures en diagonale, repêché les termes ici et là, pris ça en note. Puis, durant mon travail de traduction en tant que tel, ça m'a été super utile. Quelques sources on appelle ça des textes parallèles, des textes que tu lis en parallèle avec ta traduction pour mieux comprendre le sujet. Bien sûr, il y a encore les thèses francophones unilingues. On a le site web du gouvernement du Québec. Selon le domaine, parfois c'est assez complet. Je dirais que dans le domaine du développement durable, l'environnement, j'ai trouvé qu'il y a quand même du bon contenu en français là-dessus. Et on a les extraits Google Books que vous pouvez trouver gratuitement par une recherche Google. Alors, voilà qui fait le tour. Sylvie, je pense que je vais ouvrir une petite période de questions. Oui, 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 oui. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions à poser à Lucie. Moi, j'en aurais quelques-unes. Oui, Ben, je rappelle que c'est une formation qui a été initialement prévue pour des étudiants en traduction. Alors, si ça semble un petit peu élémentaire, ça doit être pour ça, mais j'espère que vous avez apprécié quand même. oui, ben moi, j'ai appris plein de choses, entre autres les mots-clés. Quand la recherche devient un petit peu plus costaude, là, on a du mal à trouver des équivalents, surtout dans des nouvelles réalités. Comment tu décides comment tu les trouves, tes mots-clés? Mais je vais voir des définitions et ensuite, je vais extraire des mots qui semblent importants pour décrire le concept. J'ai parlé de mon nonce, le petit code Ouais. cryptographique tout à l'heure. Un mot-clé important, ça serait cryptographie, aléatoire, agent, parce que c'est envoyé en deux agents, deux agents informatiques. OK, OK. Donc, Des évidemment, tu avais descripteurs. non, tu traduisais de l'anglais vers le français de ce cas-là? Oui, c'est ça. Je traduisais de l'anglais vers le français. Fait que j'ai puisé des mots-clés dans la définition qu'il y avait sur Wikipédia et j'ai OK, entré ces mots-clés-là dans un corpus de thèse en français. OK. Puis, à peu près combien? T'en prends trois, quatre? Pas plus que trois, je dirais. Sinon, le moteur de recherche va venir confus. OK. Je trouve ça intéressant parce que c'est quelque chose qu'on n'en parle jamais. On se pense que c'est évident pour tout le monde, mais c'est ça, je me demandais. Parce que des fois, tu as aussi le mot, mettons toujours de l'anglais vers le français, on parle de traduction dans ce sens-là. Tu as le mot en anglais, tu as la définition en anglais, mais tu sais pas c'est quoi les mots-clés. Alors, tu prends la définition en anglais, puis tu traduis les mots qui te semblent Oui, importants dans la les mots-clés définition que tu reconnais, par que tu exemple. reconnais. OK. Et OK. j'avais aussi des exemples du français vers l'anglais parce que ben, la formation a été donnée pour les programmes dans les deux paires de langue et je traduis dans les deux paires de langue. Alors, c'est pour ça que Dans les oui. deux sens. OK. Puis, une autre chose que je trouvais intéressante que je ne connaissais pas, là, Google Page en français, je n'ai jamais utilisé. C'est très intéressant. Prépare-toi, ça va vraiment te dépanner. J'utilise. Ouais,
En fait, tu vas dans Google et puis tu as une fonction. Peux-tu me la remontrer? Parce que j'ai jamais, Mhm. Euh, je je savais sais pas pas que si ça c'est assez existait. grand ici. Mais moi, je passe sur Ah, google.ca. Ça se peut que .com, il te le montre pas. Il faut que ton interface Google soit en français. OK. Google.ca. C'est pour ça. Moi, je suis toujours sur google.com, effectivement. Il faut que tu le mettes en français, puis ensuite, il va te donner un des menus déroulants. Ça va être écrit toutes les langues. OK. À la place de toutes les langues, tu développes ton menu déroulant, puis tu sélectionnes page en français. OK. Mais c'est dans les outils, hein? Oui, c'est ça, c'est le menu général outils. OK. Dans les outils. Puis, donc, tu choisis Canada, donc ça exclut le français de France Oui. automatiquement. OK. Par contre, il y a des fois que j'ai pas réussi du tout à trouver sur des pages du Canada uniquement. Et c'est pas tout mauvais, les pages français de France. Faut utiliser son jugement. J'ai déjà trouvé des termes parfaits en plein ce que je cherchais dans des pages de la France. Fait Mhm. que je dirais que c'est pas à exclure complètement, mais si jamais tu veux vraiment enlever j'appelle ça du bruit dans ta recherche, tu peux les exclure. OK. Puis, tu nous dis que de l'autre côté, dans l'autre sens, c'est moins intéressant de partir du français, choisir l'anglais parce que, c'est quoi la raison? Euh, il y a- j'ai essayé de limiter les résultats aux pages en anglais, mais on dirait que OK, t'as plus de difficulté à cerner, OK. non, ça existe pas, l'option est pas là. Ah, OK. Mais Donc, c'est tout juste est en anglais. Fait que, ben oui, c'est vrai. C'est ça, les résultats sont généralement par Ah! défaut en anglais parce que c'est la langue dominante un peu partout dans le monde. la langue Puis, de Google. ouais, Oui, puis t'as pas d'anglais australien, d'anglais de Grande-Bretagne, tout ça. Ah, ben peut-être si tu faisais oui. Google UK, peut-être tu pourrais choisir Grande-Bretagne. Je ne l'ai pas essayé, mais Ah, j'ai jamais OK. essayé. ouais, Je filtre généralement par Canada parce que, ouais, à part une coupe d'expressions, OK. mes clients sont basés au Canada. Oui, ben je comprends. Je comprends. OK. Parce que c'est ça. Puis l'espagnol, ça doit être la même chose. Dans l'espagnol de l'Amérique du Sud, l'espagnol. Oui, en fait, c'est pas une de mes langues de travail, mais du tout. Mais je suis certaine qu'il y a manière de filtrer par Filtré aussi, page hein? en espagnol si ton interface Google est en espagnol. OK. Ça me donne le goût d'essayer juste pour le fun. Ben oui, parce que c'est sûr que fait que c'était ça. Si j'avais d'autres aussi. moi, je voulais juste te dire, Lucie, que c'était bien intéressant. Puis, qu'est-ce que je trouve le fun, c'est d'avoir un ordre dans lequel appliquer les techniques. Donc, ça, je n'avais pas ça. J'allais un petit peu au hasard. J'utilisais un petit peu toutes les techniques, mais un peu au hasard. Tu sais, ça dépendait de la situation, mais c'est le fun de mettre par écrit qu'est-ce qu'on fait d'instinct, là, de l'avoir par écrit et d'avoir l'ordre. Oui, c'est ça. Ben c'est la partie de la méthode qui m'a pris du temps à développer parce que je me suis demandé en ordre de priorité, c'est par où il faut commencer. Bien sûr, il y a le site du client, mais ensuite, C'est ça. disons que c'est une méthode basée sur la pratique. Ben, est-ce que ta présentation PowerPoint va nous être disponible ou Oui, je l'ai envoyé. Ben, j'ai corrigé une coupe de fautes, fait que je vais la renvoyer à Sylvie. OK. Ben, Puis merci. vous allez avoir Ça, l'enregistrement de toute oui, façon aussi, mais c'est vraiment. bien. Ouais. Mais c'est le fun Sinon, d'avoir la préparation, la présentation en dehors de Zoom, là. C'est le fun de l'avoir Mhm. pour Ah, je comprends. référence. je vais Effectivement. vous envoyer aussi quelque chose parce que ça, c'est une présentation qui a été. Ben, la méthode Search, je l'ai élaborée pour un cabinet pour lequel je travaillais il y a longtemps. Oxo Innovation, Sylvie est encore là. Mhm. Et Oxo a un article de blog sur la méthode Search. Ah, Je vais intéressant. vous envoyer ça tout de suite. Super. Ah, OK. Ben oui, je l'ai vu. Ben oui. Ah, c'est toi? OK.
C'est pas moi Mais qui l'ai écrit, c'est que ça doit être quelqu'un à non, l'interne qui non, s'est c'est ça. basé. Non, non, mais je veux dire, c'est toi qui l'as conçu. Non, je pense que c'est Riteba ou quelqu'un d'autre, oui, oui. Puis je J'ai- l'avais vu, mais on aurait dû écrire ton nom dans le fond. C'est toi la Oh non, conceptrice? la propriété intellectuelle pour ça, ça appartient maintenant. Oui, À dans d'autres les Ah oui, cabinets, on cède notre propriété intellectuelle. ouais, c'est vrai. C'est vrai, effectivement. Attends une minute, je vais vous copier le lien. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, si ça te tente de nous faire un petit exemple sur Wildcard, ce serait le fun. Attendez une minute. Sur Wildcard? Oui, tu cherchais le mot tantôt, puis moi aussi, ça ne me revient Ah, pas. c'est caractère spécial? C'est pas des caractères spéciaux? Non. Non, non, non. Ah! Je vais aller voir là, parce que sorry, là. Dans le chat, l'article écrit par Oxo. Merci. C'est un caractère de remplacement. Oui, c'est vrai. OK. Ah, ben c'est bien. Juste que ça ne revenait pas en tête. Mhm. On travaille avec tellement de termes à longueur de journée que Puis je m'en sers tellement de l'astérix, là. Mm. oui, bien ça, c'est justement, c'est une technique peut-être un peu plus avancée qui ne nous enseigne pas dans le cours de terminologie de base à l'université. Alors, c'est pour ça que j'aime ça enseigner ça aux étudiants. Puis, c'est ça, on peut faire un lien avec chat GTP. GTP, c'est ça? J'ai pété. C'est GPT ou GTP? OK, GPT. J'ai pété ou je sais plus. Je ne sais plus, moi non plus. C'est quoi au juste? J'ai vu passer le nom, mais c'est tout. C'est, en fait, Une c'est intelligente. GPT, t'as raison, Lise, c'est toi. J'ai pété, hein? Ouais, GPT, c'est J'ai ça. pété. C'est ça, fait qu'on va s'en souvenir. Ah, C'est une application open source. Fait que ça veut dire que ça va aussi évoluer rapidement. Donc, premièrement, c'est intéressant parce que c'est gratuit. Puis open source, ben, ça veut dire que c'est plein de monde qui vont l'alimenter. Fait que à surveiller parce que ça va évoluer vite. Puis il y a une version payante aussi. Mais, et je viens de voir quelque chose sur la terminologie. Je cherchais ChatGPT, puis j'ai vu que c'est un agent conversationnel. Mais c'est long un peu, agent conversationnel. J'ai vu quelque part d'utiliser dialogueur à la place. J'ai trouvé ça bien comme ah, terme. Ah, c'est un bon c'est équivalent de bon. chatbot. C'est bon, c'est bon. Fait que Donc, c'est c'est ça. Fait un que dialogueur. le chat va, c'est ça que je vais présenter, c'est qu'en fait, il travaille pour la traduction, là, je parle pas pour, parce qu'on peut faire du codage là, avec, puis on peut faire d'autres choses. On peut, mais quand il travaille, ce que j'ai trouvé intéressant, sur les 4 processus cognitifs qui interviennent en traduction. C'est-à-dire justement les connaissances qu'on injecte. Nous, tout à l'heure, tu parlais de bagage cognitif, il y a plusieurs termes, hein. Notre bagage cognitif, c'est les connaissances qu'on a, fait qu'on voit qu'on peut les injecter, on peut les utiliser en terminologie, mais on les utilise aussi en traduction. Puis, c'est sûr que dans certains domaines, ben, comme tu parlais de la géomatique tout à l'heure, là, que tu connaissais presque rien, puis là, tu es allé voir justement des sites très intéressants, puis là, tu t'es fait un petit réseau sémantique, sans doute, puis tu as Mhm. dû avoir tes mots-clés puis faire tes recherches. Fait que, avec le chat GPT, ben, ça va aller beaucoup plus vite. Justement, comme Lise disait, on peut coupler cette application-là, ce dialogueur-là avec Bing, et puis on va trouver plus de choses. Ça va nous permettre aussi de faire des résumés. C'est un autre processus cognitif qui intervient en traduction, c'est-à-dire que quand on traduit, ben, on ne peut pas avoir tout le texte en tête, même si c'est nous qui l'écrivons. Donc, ce qu'on garde comme trace dans notre cerveau, c'est un résumé. Comme quand on va voir un film, on ne se souvient pas de toutes les scènes du film, mais on est capable de relater en résumé. C'est un processus cognitif très utile parce qu'après ça,
si on traduit quelque chose d'autre, bien, on garde cette trace-là dans notre cerveau. Donc, et puis, comme c'est un résumé, bien, on rajoute des détails, on va faire des recherches, puis on peut refaire toute l'image. Ça nous permet aussi cet agent-là va nous aider pour les structures de texte, parce que c'est quelque chose qui est pas mal ignoré en traduction. On pense qu'on se pose jamais trop de questions sur le type de texte qu'on traduit, mais on va dire, ah oui, c'est du marketing, mais qu'est-ce que c'est que du marketing? C'est une argumentation. Quand on est dans du juridique, on travaille avec des textes aussi, c'est des argumentations. Donc, par contre, quand on est dans un texte technique ou scientifique, on est dans un texte informatif. Puis quand on travaille, si on a la chance de travailler en transcréation, bien, on est dans des textes plus créatifs. Donc, c'est ça. Et puis, ça va nous aider aussi à travailler beaucoup plus rapidement le chat GPT avec ce qu'on appelle le lexique. En fait, nous, on appelle ça en domaine cognitif, on parle de microstructure, c'est-à-dire c'est à partir de où c'est plus automatisé. Quand on traduit, on a beaucoup de choses qui sont automatisées. On ne se pose pas de questions, c'est notre langue maternelle ou notre langue seconde, mais qu'on maîtrise parfaitement. Donc, on ne se pose pas de questions sur la grammaire, ça vient tout seul. On peut faire des coquilles, on peut faire des erreurs d'accords de verbes, mais en général, c'est automatisé. La microstructure, c'est là où ça devient plus automatisé. C'est là où on est les mots, il faut voir les liens entre les mots, c'est-à-dire ce qui est un sujet, ce qui est un verbe, ce qui est un agent. Bien, là, on tombe plus dans les agents, on tombe dans l'objet, la source, on tombe dans le sémantique. Alors, tout ça, ces 4 processus-là sont pris en charge par ChatGPT. Je ne sais pas comment, je ne l'ai pas encore utilisé, mais ça m'a tellement frappé. J'ai dit, mais la différence avec l'être humain, c'est laquelle? C'est que nous, on travaille tout ça en même temps. Ce que j'en comprends, ChatGPT travaille ces 4 processus-là, un après l'autre. Donc, nous, on est capable de faire la synthèse. C'est naturel pour nous quand on parle. Et puis, il ne faut jamais oublier qu'on a des machines qui sont plus rapides que nous, mais on reste des êtres humains avec des émotions, avec un vécu. On est différents. On a des intelligences tout à fait différentes. Fait que moi, je pense que l'être humain est plus important, ne sera pas remplacé par la machine, mais l'être humain va avoir à s'adapter à l'arrivée de nouvelles machines et en tirer profit pour faire des traductions plus rapides, de qualité. C'est vers ça qu'on s'en va. Fait que, faut pas baisser les bras. C'est pas facile, ce qui nous attend. Fait que si je comprends bien, on va pouvoir déléguer certains processus à la machine tout en gardant nos emplois. Oui, absolument. Puis il va falloir justement déléguer puis même traiter plus rapidement, parce qu'on va avoir de l'information qui va nous arriver plus rapidement. Donc, il va falloir aussi porter des jugements plus rapidement. Donc, des méthodes comme celle que tu nous montres, Search, dans la perspective de ChatGPT, ben, regarde ce que tu nous expliques, ce que Lise vient de dire en quelques mots, c'est que tu nous as montré comment structurer notre façon de travailler en terminologie. Puis là, rajoute ce que tu pourras aller chercher sur ChatGPT. Tu vas pouvoir, avec la méthode que tu donnes, que tu nous as montré, puis qu'on va apprendre à maîtriser, parce que moi aussi, je suis comme tout le monde, je vais plus par mon expérience. Et là, je me rends compte qu'il y a une façon de se structurer. Bien, je vais pouvoir tirer davantage profit d'outils comme ChatGPT, parce que je vais pouvoir classer rapidement l'information par rapport à quelqu'un qui n'a pas de méthode ou qui a son expérience puis qui va à tâtons plus. Alors, ben écoute, je vais sûrement rajouter ta méthode dans la présentation. Il n'y a pas de hasard, hein? Tu vois, je n'ai pas pu la montrer, la capsule. Fait que, fallait que j'écoute ta présentation, puis je pense que je vais faire un lien entre ce que tu nous as montré et puis cette application-là. Super, ben, on n'était pas nombreuses, mais je suis quand même contente d'avoir pu partager ça avec vous. Puis on va mettre ça, je mets l'enregistrement dans quelques minutes dans le groupe de Vladislav, le CLEP, et puis le Forum des langagiers, dans les groupes habituels, le site de l'Université de Sherbrooke. Et puis je vais mettre ça sur LinkedIn et aussi sur
ma chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Tradinter. Donc, ça va être accessible aux jeunes. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou des commentaires? Louise, Sylvie? Demandez. Pour ma part, ça va. Puis je suis pas toute seule, je suis avec une autre personne. Alors, on est quand même, tu peux rajouter un deuxième nom. On est deux à te suivre. Merci, c'est bien gentil. Je voulais juste ajouter, oui, c'était intéressant pour moi parce que j'ai fait quelques quelques traductions en tant que pigiste pour un cabinet et c'était très technique et puis c'est pour ça que j'ai décidé de participer à, cette chose. Oui, bien Sylvie, je vous la présente. Sylvie, c'est une des mentorées du programme de mentorat de Tradinter. Et on a travaillé ensemble avant. Maintenant, Sylvie vole de ses propres ailes, mais on a travaillé cet aspect-là. Et j'aurais bien aimé, Lucie, quand j'ai mentoré Sylvie, avoir ta méthode. Fait que Sylvie, Oui, ben, absolument. Sylvie, je pense que ça t'aurait aidé si tu avais la méthode Search. Oui. Ça t'aurait Les tests allé un petit peu techniques, plus ça va vite, aider. hein? Ouais. Oui. Fait que tu te rends compte, là, tu vois, Sylvie, elle te le dit, là. C'est que tu vois aussi, je vais l'ajouter pour mes mentorés qui arrivent, là. Et puis, il y en a qui sont mieux outillés, puis il y en a d'autres, ils ont plus besoin de développer le côté terminologie parce que ça évolue, comme tu dis, ça évolue très vite. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix, il faut être bien outillé pour faire face. Faut que ça devienne des réflexes. Voilà, voilà. On devrait rajouter ça dans les examens pour les cabinets d'examen. Terminologie. Recherche terminologique, 2 minutes pour 2 trouver. minutes, pas plus par mot, exactement. Non, hey, on leur donnera pas d'idée de même. Ben, pour être plus réaliste, quand j'ai donné cette formation-là à un groupe à Concordia, c'était quand même une version simplifiée. Il y a certains exemples que j'ai exclus pour pas trop leur faire peur. On a fait quelques exercices à la fin. J'ai pas inclus les exercices avec vous autres parce que c'était assez de base, mais juste une coupe de termes à rechercher avec la méthode Search, ça a permis d'assimiler un peu plus. OK. Fait que je pourrais envoyer mes exercices au besoin. Sais-tu ce que je ferais? Ben, je te propose ça ce soir, là, tu y penseras, ce que j'ai fait avec quelques-uns comme Joachim, en tout cas d'autres qui ont passé avant. Faire un 15 minutes et puis on pourrait faire ça peut-être la semaine prochaine. Et puis justement, un exercice que tu préfères faire ça à l'heure du dîner, là, parce que les gens sont plus disponibles à l'heure du dîner, ils sont en train de manger leur sandwich au coin de la table, puis ils vont faire un petit exercice avec ton. Et puis après ça, on pourra faire ça, mais on s'en reparle si ça te Oui, tente. je vais voir ça avec toi. D'accord. Bien, merci beaucoup. Notre heure est passée. Tu vois, finalement, ça a été très vite. Ben, Et merci à puis, vous un autres. grand merci. Puis, Lucie, on se reparle bientôt. Oui, bien sûr. Bonne soirée à tout le monde. Merci Bye bye. encore. Bye bye. Bye bye. Bye bye, merci beaucoup. Bye.